Je vais maintenant accueillir Séverine. Séverine Gis, je t'en prie, prends place. Contributrice dans notre publication. Merci. Merci d'avoir transpiré cet été à mes côtés. Avec plaisir. Sur justement le concept de panne d'envie. Alors, donc Séverine, tu as 20 ans d'expérience professionnelle, diplômée de Sciences Po et de la Sorbonne. Tu as changé de voie. Tu es maintenant certifiée coach. Tu accompagnes les leaders en France et à l'international. Tu es consultante également auprès de directions marketing. Et puis auparavant, tu avais ta propre entreprise de communication avec une trentaine d'employés et tu souhaitais faire émerger les leaders et le leadership authentique. Et comme on a beaucoup transpiré sur cette panne d'envie, j'avais envie déjà de te parler des symptômes, enfin de te demander quels étaient pour toi les symptômes de cette panne d'envie et comment les illustrer. Merci Raphaël pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en tout cas. Alors la panne d'envie. Qu'est-ce que la panne d'envie ? Pour moi, c'est d'abord une panne d'énergie. Donc ça veut dire que là, je vais parler de l'envie, non pas dans son sens malveillant, anxiogène, négatif. On va parler là de l'envie dans le sens de cette énergie motrice qui nous pousse à avancer, à aller plus loin et à exceller. Alors, pour préparer cette intervention, Raphaël, j'ai été inspirée par une citation de Boris Vian qui illustre bien, je trouve, la panne d'envie. Elle dit ceci: « Il y a deux façons de ne plus avoir envie de rien. Avoir ce qu'on voulait ou être découragé parce qu'on ne l'a pas. » Alors, dans le premier cas, vous avez ce que vous voulez. Donc, vous avez atteint votre objectif, mais vous n'avez plus envie de rien. Alors, soit vous êtes complètement satisfait et vous n'avez plus besoin de rien, vous êtes libre quelque part. Soit, et c'est le cas qui va nous intéresser ici, vous avez mis tellement d'énergie pour l'atteindre, cet objectif, ce Graal, qu'une fois que vous l'avez décroché, eh bien, l'énergie, elle retombe, l'envie s'éclipse et vous devenez vide. Donc il y a une forme de dépendance dans cette première panne d'envie, puisque vous avez besoin d'un objectif pour avoir envie. Dans le deuxième cas de cette citation, vous n'avez pas encore atteint votre objectif et vous commencez à mi-parcours à vous décourager et à vous poser des questions et à avoir des doutes. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que c'est ma place ? Est-ce que c'est vraiment ça, ma mission de vie ? Est-ce que je suis vraiment au maximum de mon potentiel là ? Et donc tous ces doutes viennent alimenter votre panne d'envie et elle devient colère, tristesse, culpabilité, frustration. Donc deux formes de panne d'envie qui sont illustrées ici. Et ce que je vous propose, c'est de prendre des exemples tirés de mon expérience professionnelle de coach. Deux exemples de panne d'envie. Le premier exemple, c'est ce dirigeant qui avait créé son entreprise en partant de rien et qui avait réussi à en faire une magnifique multinationale, 5000 salariés dans le monde. Et un jour, cet homme a réussi à vendre sa boîte. Donc super, c'était son Graal à lui, il l'avait atteint. Et pourtant, il se sentait vide, triste, en colère, et on venait de lui apprendre une maladie. Lui déceler une maladie, pardon. Alors, quand cet homme vient me voir, il me dit ceci: « J'ai 50 ans, j'ai tout réussi, je suis riche, mais je n'ai envie de rien et je ne me connais pas. » Donc, cet homme avait déployé toute son énergie, toute sa vie pour cet objectif. Et là, il venait de l'atteindre et il se rendait compte qu'il n'était pas heureux. Le deuxième cas dont j'aimerais vous parler, c'est une dirigeante à l'étranger. Elle est brillante, vraiment. Elle est à ce poste depuis un petit bout de temps. Tout se passait très bien pour elle. Elle était encore loin d'avoir atteint tous ses objectifs de transformation pour son entreprise. Et depuis quelque temps, elle ressentait une panne d'énergie. L'envie n'était plus là. Elle le sentait. Alors sur le moment, comme c'est quelqu'un de positif, elle s'est dit
ça va passer, ça va revenir, ça peut arriver, il y a des hauts et des bas, ce sont les aléas de la vie. Et puis non, ça ne revenait pas. Et puis son corps s'est mis à lui envoyer des messages sous forme de symptômes, vous savez, les douleurs au dos, les insomnies, les trucs qui vous dérangent. Donc ça persistait. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle me dit je suis en plein doute, je suis en pleine confusion, il faut vraiment que j'éclaircisse ça et que je retrouve l'envie d'avancer. Alors imaginez la culpabilité que portait cette dirigeante d'une grosse société, parce qu'elle se disait, quand on est à la tête d'une entreprise, on ne peut pas se permettre de ne plus avoir envie. C'est ça qui se passait dans sa tête. Et ce qui se passait pour elle, c'est qu'elle avait perdu en route le sens de son objectif, le sens de son action. Et elle se demandait quelque part si elle n'avait pas une mission de vie peut-être ailleurs ou peut-être plus grande. Donc 2 formes de panne d'envie. 2 formes de panne d'envie, et dans tous les cas, la panne d'envie, c'est une énergie qu'on n'a plus. Un peu comme une bougie qui s'amenuise, dont la flamme s'amenuise jusqu'à disparaître complètement. Parce que finalement, pour moi, c'est ça, l'envie, c'est une énergie qu'on doit apprendre à doser. Et donc la panne d'envie, c'est quand le curseur, il tombe tout en bas. Donc voilà comment je peux illustrer les symptômes de la panne d'envie, Raphaël. Alors, selon toi, et avec ton expérience de coach et de personnes que tu accompagnes, quels sont les profils les plus exposés à cette panne d'envie ? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Donc, je parle toujours de mon expérience de coach, c'est-à-dire les gens que j'ai pu accompagner. J'ai pu déceler 4 profils qui peuvent être plus exposés à cette panne d'envie. Ceux qui sont dans l'excès, ceux qui sont dans le confort, ceux qui n'ont jamais pris le temps de faire un travail sur eux, et ceux qui fonctionnent à l'objectif. Alors les premiers, ceux qui sont dans l'excès, ce sont des individus qui vont passer facilement d'un excès à l'autre. Ils vivent, vous connaissez peut-être le phénomène, les montagnes russes émotionnelles. Donc eux, leur curseur d'énergie passe facilement du découragement à l'excitation et inversement. Tout ça dans un temps très court. Donc, ça va être... Alors, on va retrouver aussi ici, oui, j'avais noté ça, des profils HPE, HPI, des gens qui sont dans l'énergie du trop. Alors, on va peut-être préciser ce qu'est HPE. C'est peut-être moins connu que HPI. Au potentiel émotionnel, tu pourras en parler, au potentiel intellectuel. Des gens qui sont dans l'énergie du trop, c'est vraiment ça qui les caractérise et qui, poussé à son paroxysme, peut aboutir à une forme de burn-out, simplement l'excès poussé au bout. Alors, par exemple, on a le dirigeant de start-up ou bien le cadre qui vient d'être promu manager. Tous deux, ils vont avoir tendance à partir en flèche parce qu'ils sont portés par l'énergie du changement, de la nouveauté. Et s'ils continuent à ce rythme-là, ils vont aller droit dans le mur. Et donc, possiblement, la panne d'envie et le burn-out derrière. Donc, leur défi à ces personnes-là, à ce profil-là, ça va être de canaliser cette énergie débordante qui est leur moteur, mais qui doit être canalisée pour cultiver, nourrir une envie saine et plus équilibrée. Deuxième profil, je vous ai dit, les gens qui sont dans le confort. Alors, c'est un confort, mais c'est un confort inconfortable. C'est une sorte de prison dorée. Ce sont des gens qui s'ennuient dans leur poste, soit parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, soit parce qu'ils ne partagent plus les mêmes valeurs que leurs collègues ou les dirigeants de l'entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle. Dans tous les cas, avec le confinement, on a eu plein de cas comme ça, notamment, je prends des exemples, des cadres dans les grands groupes qui étaient à des postes depuis de nombreuses années, qui s'ennuyaient, qui commençaient à tourner en rond et qui se sont mis à rêver de créer leur entreprise, partir s'installer au vert, changer de vie, changer de métier, changer de pays. Et certains l'ont fait, d'ailleurs. Je vois qu'il y en a qui valident. Donc, j'ai eu un exemple d'ailleurs très rapidement, c'est un ingénieur qui était dans un grand groupe et qui il était considéré comme un numéro, lui, donc ça n'avait plus de sens pour lui. Et il est parti s'installer en province et a travaillé dans une PME pour avoir plus de reconnaissance. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la reconnaissance.
Je vous rejoins tout à fait. Le troisième profil, je vous ai dit, ceux qui n'ont jamais pris le temps de faire un travail sur eux. Ce sont des personnes qui travaillent énormément. Donc, ils sont dans l'énergie de la performance. Ou bien, ce sont des personnes qui vont être tellement tournées vers les autres qu'ils en oublient d'être tournés vers eux-mêmes. Donc, ils n'ont jamais fait ce travail d'introspection, ils n'ont jamais pris le temps de s'intéresser et de s'occuper d'eux. Donc, la panne d'envie va arriver vers 40, 50 ans lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont plus sur leur chemin de vie. Et le quatrième profil, ceux qui fonctionnent à l'objectif, ça rejoint la pensée de Boris Vian de tout à l'heure, ces personnes qui, une fois qu'ils ont atteint leur Graal, eh bien derrière, l'énergie retombe et l'envie disparaît. Donc comme leur moteur, c'est ça, c'est l'envie et l'objectif, ils vont avoir besoin à chaque fois d'un nouvel objectif. Donc là, le risque, c'est une sorte de course en avant, de fuite en avant. On peut imaginer, j'ai cette image qui me vient du hamster dans sa roue, parce qu'ils sont conditionnés et un peu prisonniers de ce processus. Voilà les 4 profils que moi j'ai pu identifier. Il y en a certainement d'autres, mais je les ai accompagnés en tout cas. Alors quand tu les accompagnes, quels remèdes leur proposes-tu? Alors les remèdes. Là encore, je parle de mon expérience. Moi j'ai pu identifier 3 grands remèdes à la panne d'envie. Donc, mais d'abord, ça dépend du besoin. En fait, ça dépend du besoin qui se cache derrière la panne d'envie. Autrement dit, ça interroge. Quel besoin ça vient nourrir chez vous, cette panne d'envie? Qu'est-ce que ça dit de vous? Quel est le message caché derrière cette panne d'envie? C'est ça la question à comprendre. Et en fonction de ça, on appliquera le remède adapté. Alors, 3 cas. Je vais prendre une image qui va vous parler. Quand votre smartphone est en panne, vous avez 3 solutions en fonction du diagnostic. Soit il est déchargé, donc il a besoin d'être mis sur batterie, tout simplement, d'être rechargé. Deuxième cas, il ne marche plus, il dysfonctionne, donc il a besoin d'être réparé. Et troisième cas, il est cassé, il a besoin d'être changé. C'est la même chose pour nous. Premier cas, vous n'avez plus de batterie. C'est ce que j'appelle la panne d'envie qui est la plus ponctuelle. Vous avez besoin, vous aussi, d'être rechargé. Donc pour ça, ça passe par la mise en mouvement. Vous avez une panne d'envie qui est ponctuelle, mais qui peut revenir assez facilement. C'est la panne d'envie la plus simple, finalement, à corriger. La mise en mouvement, pourquoi? Parce que le pire ennemi, c'est le figement. Je ne bouge plus. Et donc là, ça renforce ma panne d'envie. Donc je me remets en mouvement et je refais circuler cette énergie. Donc pour ça, c'est mettre en place des rituels d'énergie, ceux qui vous vont bien. Ça peut être votre sport préféré, la marche, le yoga, la méditation, l'auto-hypnose, la douche froide quotidienne. Je suis adepte. Sans excès, tout ça sans excès ou... Quotidienne. En fait, c'est des boosters pour remettre l'énergie très rapidement à chaque fois que la panne ponctuelle se présente. Et c'est vraiment un peu le petit kit de survie qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'une panne d'envie arrive, hop, vous avez votre déclencheur qui vous remet en énergie. C'est la panne d'envie qui ressemble le plus, je trouve, à la panne de motivation, même si envie et motivation sont 2 notions différentes. Le cas numéro 2, quand ça dysfonctionne. Quand ça dysfonctionne, c'est que vous n'êtes plus en équilibre ou vous n'êtes plus à votre place, l'un ou l'autre. Alors pourquoi? Il y a une citation que j'ai notée de Édouard Bach qui dit « Tant que l'âme, l'esprit et le corps sont en harmonie, rien ne peut vous affecter. Mais quand c'est plus en harmonie, ça ne va plus. » Et donc là, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qu'il va falloir corriger. Et ça passe par un travail sur soi, de connaissance de soi, pour vous permettre d'identifier tout simplement ce qui a du sens pour vous, ce qui est votre ikigai, cet outil japonais qui permet d'identifier la vocation de chacun, le sens, les valeurs, les besoins qui sont les vôtres, votre équilibre pro, perso, ce qui vous va bien. Et retrouver un ajustement, un alignement pour pouvoir avancer avec une envie beaucoup plus saine derrière.
Donc ça va être les accompagnements que nous, on fait en coaching. Troisième cas, la panne d'envie, elle n'est plus du tout ponctuelle. Là. Elle est beaucoup plus profonde. On va encore plus en profondeur. Le mobile est cassé, vous aussi, il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. Donc il va falloir pas seulement réparer, mais il va falloir changer. Et c'est la thématique du changement. Alors la question du changement, ça appelle d'autres questions, c'est-à-dire jusqu'où vous êtes prêt à changer. Vous faites le constat qu'il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vos aspirations profondes. Ça, c'est le constat. Après, il y a le changement. Alors je vais m'appuyer sur la théorie du coaching systémique pour distinguer le changement de type 1 et le changement de type 2. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est très éclairant. Changement de type 1, vous imaginez, vous avez une courbe du changement avec une petite bille qui monte comme ça de l'état actuel jusqu'à l'état désiré. La petite bille monte, 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 atteint l'état que vous désirez et elle redescend jusqu'à son point initial. Pourquoi ? Parce que votre envie de changement n'a pas été suffisamment fort pour dépasser toutes les résistances intérieures, les croyances limitantes qui sont les vôtres, mais extérieures, celles des autres, qui s'imposaient à vous. Donc vous faites un rétropédalage, retour à la case départ, et on appelle ça l'homéostasie. Le risque, c'est que la panne d'envie revienne, et certainement encore plus fort. Changement de type 2, je reprends ma courbe du changement, ma petite bille, cette fois, elle monte, elle monte, elle monte, elle atteint l'état désiré, elle le dépasse. Yes, vous avez accepté le changement. Donc là, vous êtes porté par une énergie du changement, une énergie motrice qui vous fait avancer, qui vous porte. La difficulté, il n'est pas là. Ça va être de stabiliser cette position-là. Ça va être d'ancrer le changement. Donc ça passe par un travail sur la posture, la communication, la connaissance, l'identification de cette situation 2 à laquelle vous n'êtes pas habitué. Ça peut être un changement de poste, une nomination, un changement de vie. Et en plus, il va falloir gérer le regard des autres, parce que si vous avez accepté le changement, les autres ne l'ont peut-être pas accepté, ou en tout cas, ça les a bien déroutés. Donc, changement de type 1, changement de type 2. Et le changement de type 2, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est exactement ce qu'a vécu ma dirigeante à l'étranger. On a fait ensemble un travail sur plusieurs mois qui était passionnant pour lui permettre de redéfinir en fait, le sens de sa mission, pour redéfinir son positionnement en tant que leader, sa communication. Et le travail a été tel que ça l'a vraiment remis en mouvement. Ça a été un véritable déclencheur pour elle. Et elle a pu accélérer la transformation de son entreprise et, chose qu'elle ne faisait absolument pas avant, se mettre en lumière, c'est-à-dire décider d'être au centre. Et pour ça, il lui fallait une envie qui était nouvelle. Donc la renaissance, c'est la naissance d'une envie qui est retrouvée, mais qui est aussi d'une forme, d'une nature nouvelle, plus ancrée, plus posée, plus forte, à tel point qu'elle a réussi à attirer l'attention de la presse dans son pays, des autorités, et elle a obtenu le soutien au plus haut niveau pour conduire son action. On peut presque parler d'aura, je trouve, dans cette dimension d'énergie et de nouvelle envie. C'est aussi ce que peut vivre, deuxième exemple rapide, un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui devient homme ou femme politique. Elle va devoir, ou il va devoir, changer sa posture, changer sa communication, revoir peut-être son code vestimentaire, ses habitudes. Ça, c'est les changements de type 2. Pour le réussir, il va falloir faire ce travail, sinon il risque de retomber ou commettre des erreurs qui peuvent lui être fatales. Donc 3 remèdes, Raphaël, selon la gravité du problème, la gravité de la panne d'envie de départ. Mais alors justement, avec ces changements de type 2 et ces exemples que tu décris, ne peut-on envisager la panne d'envie comme une formidable opportunité ? Complètement. Pour moi, c'est un cadeau. Dans tous les cas, c'est un cadeau, mais qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous n'avez plus envie, quelque part, vous n'êtes plus en vie. Donc, vous n'êtes plus acteur de votre vie. Donc, il y a mieux comme cadeau. Mais c'est un cadeau dès lors où on essaye de comprendre le message qu'il y a derrière, d'aller le chercher
Et à ce moment-là, on comprend que c'est un messager qui vous dit « stop là ». La panne, elle vous dit quelque chose. Va peut-être falloir ralentir ou ajuster quelque chose ou changer quelque chose avant de continuer. Et si vous n'écoutez pas, la panne d'envie, elle va revenir encore plus forte. Et si vous êtes têtu et vous continuez à ne pas écouter, cette fois, c'est le corps qui va vous envoyer des messages et revenir avec ses gros symptômes, avec de la dépression, avec un burn-out ou avec une maladie. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce dirigeant qui avait déclaré une maladie liée au stress. Pour lui, ce moment, ça a été l'occasion de se poser à 50 ans. À 50 ans, pour la première fois, il a posé ses valises et il a pris le temps de se dire « Ok, je vais à la rencontre de moi-même. Je vais à la rencontre de l'homme que je suis, au-delà du dirigeant qui avait rattaché complètement son envie à la performance. » Il s'est redécouvert d'autres passions et une autre forme d'envie plus alignée avec ce qu'il était devenu. Et ce n'est pas le seul. Moi, j'ai rencontré plein de dirigeants comme ça qui n'ont jamais fait un travail d'introspection, qui ne se connaissent pas parce qu'ils sont dans leur quotidien, tout simplement. Et je trouve, pour m'intéresser beaucoup à la question du leadership authentique, que ça vient les questionner au cœur d'eux-mêmes. C'est-à-dire comment vous pouvez être un leader si vous ne vous connaissez pas vous-même. Comment on peut prétendre diriger les autres si soi-même on n'est pas aligné avec soi? C'est ça la vraie question du leadership authentique. Et comment oser rester soi-même quand on est au pouvoir, sans tomber dans le faux self? Vaste question absolument passionnante qui nécessite un vrai travail sur le leadership, effectivement. Un peu comme un sculpteur, il faut défaire petit à petit toutes les couches pour arriver à faire naître le vrai visage. Donc, c'est un cadeau, oui, mais pas toujours dans un bel emballage. Alors, on est curieux, on a envie de te demander si toi, à titre personnel, tu as vécu la panne d'envie et tu as su la transformer en belle opportunité. Oui, question plus personnelle. Alors, je l'ai vécu une fois. J'ai vécu une fois cette grosse panne d'envie. Ça a été le plus beau plongeon de ma vie, mais aussi le plus beau cadeau de ma vie. Donc, j'avais eu un parcours sans faute, le mode sans échec, avec les beaux diplômes de grandes écoles, un tour du monde, une belle entreprise qui a tout de suite décollé, qui est montée à 27 salariés, des clients prestigieux, tout allait bien, la belle maison, les beaux enfants. Mais tout ça avec une frénésie, une énergie du trop, justement. Et tout ça, du jour au lendemain, s'est arrêté. J'ai eu une panne qui m'est tombée dessus et qui a été vraiment physique, puisque je me suis levée un matin, je me souviens très bien de ce moment, j'ai posé mes 2 pieds sur le sol et j'ai eu cette étrange impression qu'un double de moi-même posait ses pieds à côté des miens. J'avais vraiment l'impression d'être à côté de mes pompes. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qui m'est venu sur le moment. Alors sur le coup, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, j'étais très en colère, je me sentais très coupable. Et donc je me suis mis en quête de solutions, par tous les moyens. Donc je me suis intéressée à plein de choses. Je me suis intéressée aux neurosciences, à la mémoire cellulaire, la méditation, j'en faisais déjà depuis longtemps. Les énergies, l'hypnothérapie, l'auto-hypnose, et j'ai suivi un coaching. Et tout ce chemin, ça a été un vrai déclencheur, en fait. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris ce qui m'arrivait et j'ai surtout compris qu'il fallait que je change, que je change quelque chose, que je réajuste quelque chose dans ma vie qui était plus en équilibre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai changé des choses dans ma vie personnelle. J'ai changé le modèle économique de mon entreprise pour être moins dans un modèle de salariat et plus dans un modèle agile avec des indépendants et pouvoir me libérer du temps pour le consacrer à ma vraie vocation. Et je l'ai découvert dans ce chemin-là, que c'est le coaching, c'est-à-dire aider les gens à grandir, à se révéler, à révéler leur plus beau potentiel, accompagner les dirigeants pour les aider à trouver leur posture, leur communication, leur leadership authentique,
Tout ça, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Là, il y a de l'envie quand j'en parle. Et donc, ça a été mon chemin, ça a été un vrai déclencheur, à tel point que j'en ai fait 2 films que tu connais, Raphaël, sur le pouvoir de la pensée, qui a très bien marché, qui a eu 600 000 vues en très peu de temps, et un autre sur le coaching comme voie de transformation, qui commence à devenir un peu une référence dans le domaine. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de témoigner. J'avais envie de témoigner qu'on peut sortir grandi d'une panne d'envie. Et par le haut. Vraiment, c'était cette idée-là. Et s'il y avait quelque chose à retenir de tout ça, c'est que quand on a touché le fond, on peut qu'en remonter. Déjà. Qu'il y a toujours un cadeau caché derrière une épreuve, comme une panne d'envie. Et que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut renaître d'une panne d'envie avec une autre forme d'envie, plus lumineuse, plus proche de nous, finalement. Donc, voilà ce que je peux partager de plus personnel avec vous ce soir. Et alors, que peut-on te souhaiter maintenant pour la suite ? Eh bien, que cette envie motrice me suive le plus longtemps possible, vraiment jusqu'à mes vieux jours, parce qu'elle me porte, elle m'aide, elle me fait avancer, elle m'aide à être toujours meilleure dans ce que je fais et dans ce que je suis. Et je pense que par effet de rebond, elle aide aussi mes proches et mes clients à s'améliorer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Un grand merci, Séverine, pour ce Merci à témoignage. vous, merci de m'avoir écoutée. Est-ce que vous avez des questions pour Séverine ? Pas de questions ? Les 4 profils. Mais complètement, j'aurais pu le préciser, effectivement. Moi, j'ai fait l'exercice d'essayer d'identifier des profils. En même temps, c'est très difficile de mettre des gens dans des cases. On est chacun unique, donc on peut avoir certaines tendances. Et si on tire des ficelles, on reconstitue chacun sa personnalité. Mais oui, bien sûr, on peut être dans le trop et n'avoir jamais travaillé sur soi. On peut fonctionner à l'objectif. On peut être les 4 en même temps. Là, quand la panne d'envie arrive, bon, il y a du boulot. J'ai une question un peu personnelle, mais bon, quand vous aviez des pannes d'envie, est-ce que vous avez reçu des aides imprévues, des secours que vous attendiez pas ? Alors, un de mes outils clés, moi, c'est la méditation. C'est-à-dire que quand je me mets en méditation, je pense que c'est un peu de l'auto-hypnose plus que de la méditation. Je vais poser une intention. Et si je pose une intention qui est, par exemple, recevoir de l'aide, en général, ça arrive. Ça arrive. Et donc, ça m'est arrivé, mais plein de fois. Je trouve qu'il n'y a qu'à demander pour obtenir. La vie est bien faite, mais dès qu'on commence à envisager des solutions et non plus s'enfermer dans des problèmes, d'un seul coup, c'est comme si toutes les portes s'ouvraient. Donc oui, j'ai eu plein de fois d'aides, effectivement, qui sont arrivées. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que ces aides, c'était souvent des personnes. Merci beaucoup, Séverine, de votre partage, de vos témoignages, vraiment très touchants et si authentiques aussi. Merci beaucoup. Oui, mais je rejoins tout à fait ce que vous dites, effectivement, sur quand on demande effectivement de l'aide, je pense qu'il faut être connecté un petit peu à des choses qui nous dépassent un peu. Et puis passer du mental au cœur, un petit peu plus, effectivement, quand on a tendance souvent à cogiter, forcément, on tourne un petit peu en rond, et donc se recentrer un petit peu plus dans son cœur pour essayer de trouver des solutions. On arrive à trouver des solutions finalement un petit peu par soi-même grâce à ce que vous disiez, la méditation, l'auto-hypnose, en recevant un petit peu des messages ou des intuitions. C'est vraiment développer son intuition dans ces moments de doute et de difficulté. Exactement, et c'est tout le sujet du reportage que j'ai réalisé qui s'appelle « Le pouvoir de la pensée ». Notre pouvoir est extraordinaire.
Vraiment, on ne mesure pas à quel point on a tous les armes, tous les outils en nous. Et je parlais de l'intention, tu parlais de l'intuition. Intention et intuition, pour moi, c'est lié. C'est être à l'écoute de son intuition, mais en posant une intention. Essayez de faire une méditation en posant une intention au départ. Vous allez voir le pouvoir magique quand même que ça a, de pouvoir vous apporter à la fin de votre méditation la réponse. Vous pouvez faire ça aussi avant de vous endormir. Vous posez simplement une question et le lendemain matin, bizarrement, vous avez la réponse qui apparaît. Donc, parce que le cerveau continue à cogiter, mais hop, en basculant en mode inconscient. Et l'inconscient a très souvent les bonnes réponses. C'est juste que nous, on fait obstacle à l'inconscient. On remet du rationnel, on remet du conscient. Donc, on cherche à rationaliser, alors que parfois, en écoutant son cœur, en faisant le lien entre le cœur et l'esprit, justement, on peut avoir toutes les réponses et toutes les portes qui s'ouvrent. Donc, je trouve que c'est important de se dire aussi, quand on est dans un moment de difficulté, quel qu'il soit, où est le cadeau ? Il y en a forcément un. Où est-il pour moi ? Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais il va arriver, ça va être quelque chose de vraiment chouette. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions ? Merci Séverine, un grand merci. Merci.